Chapitre 4. Les faiblesses du stratège. C'est la faim et le mauvais temps qui ramènèrent Ron à la chaumière aux coquillages. Il était resté toute la matinée à marcher au bord de la falaise, sans sortir du jardin, dont une bonne heure assis sur un rocher à contempler la mer, ce qui lui permit de laisser couler quelques larmes en ayant l'excuse que c'étaient les embruns qui mouillaient ses joues. Fleur avait déjà déjeuné à son retour, mais elle trouva très rapidement, et sans poser de questions, de quoi le sustenter. Il y avait dans sa sollicitude une manière d'excuse. Peut-être pensait-elle l'avoir blessé le matin. Tout le reste de l'après-midi, sa belle-sœur le traita comme s'il était un malade en voie de guérison, un rescapé auquel il ne faut pas parler de son accident, un amoureux éconduit. En quelque sorte, c'était bien ce qu'il était. On pouvait raisonnablement dire qu'il avait perdu ses deux meilleurs amis. Même s'ils sortaient tous les trois vivants de cette guerre, que pourrait-il encore partager? Il se sentait presque en deuil. Quant à l'amour, il valait mieux ne pas y penser. Fleur lui proposa ainsi différents encas et boissons chaudes, à intervalles réguliers, lui sortit une épaisse pile de gazettes du sorcier, mais Ron ne se sentit pas le courage d'en savoir encore plus sur les malheurs du monde magique, et, en désespoir de cause, lui proposa de jouer aux échecs. Aux échecs? S'étonna franchement Ron. C'était comme ça. Il n'aurait jamais imaginé que son élégante belle-sœur puisse s'intéresser à un jeu, même reconnu comme noble. Je dois confondre. Je croyais que tu étais le meilleur joueur de la famille. S'excusa immédiatement Fleur. Qui t'a dit ça? Voyons. Ta mère trouve le moyen de le placer à chaque fois que ton nom apparaît dans la conversation. Et le fait que tu es l'ami de Harry. Et qu'Hermione est la meilleure belle-fille qu'une mère puisse rêver. Ron baissa les yeux, et pas parce que sa modestie souffrait de savoir que sa mère aimait parler de lui. Mais Fleur continua son énumération sans avoir l'air d'y faire attention. Bill, à chaque fois que nous jouons et qu'il perd, dit que contre toi, je n'aurai pas autant de chance. Ginny, dans la même situation. Je crois que c'est tout. Ron se força à sourire. Me voilà obligé de faire honneur à ma réputation, En quelque sorte. s'exclama sa belle-sœur, a priori ravie, en faisant voler le jeu jusqu'à eux. L'échiquier était ancien, la marqueterie très élaborée et les pièces très finement ciselées avec des incrustations de cuivre et d'ivoire. Il est magnifique, Il était à mon grand-père. lui apprit fièrement Fleur. C'est lui qui m'a appris et il m'a légué son jeu sur son testament. Vraiment? Commenta Ron, se rendant compte que Fleur était sans doute une adversaire de taille. Il n'était pas sûr d'avoir l'esprit assez libre pour se concentrer sur le jeu. Raison de plus, décida-t-il un peu rageusement. S'il pouvait pendant une heure oublier la guerre, Harry, Hermione et sa famille, ce serait un soulagement, non? Fleur avait une manière très particulière de jouer. Ron mit un certain temps à comprendre ce qui le déstabilisait autant. Indéniablement, sa belle-sœur connaissait les règles du jeu, mais elle ne basait pas ses attaques ou sa défense sur des figures habituelles. Elle ne semblait pas plus avoir de grandes stratégies définies, de lignes directrices claires qu'il aurait pu s'employer à défaire. Elle semblait au contraire adapter en permanence son jeu au mouvement de Ron. Non qu'elle le subisse d'ailleurs, mais en l'utilisant de la manière la plus opportuniste qui soit, pour mener plusieurs attaques simultanées qui lui tenaient lieu de défense. Ron avait un peu l'impression de se battre contre du vent. Non, elle ne tenait pas tant que cela à s'emparer de sa tour finalement. En tout cas, elle ne tombait pas dans le piège qu'il tendait à l'imprudent qui s'acharnerait. Mais elle utilisait le fait qu'il se soit concentré sur la partie gauche de l'échiquier pour faire une percée dévastatrice sur la droite. Une percée totalement opportuniste, qu'il réduisit à rien en deux coups, parce qu'elle n'avait pas jugé bon de la soutenir par une arrière-garde conséquente. On aurait pu dire qu'elle jouait trop vite si elle n'avait pas fini par gagner la première partie grâce à un renversement total et soudain de la situation. La deuxième vit Ron gagner de justesse. La troisième bascula très vite en sa faveur, elle aussi, mais Fleur ne semblait aucunement désemparée. Elle regarda sereinement son roi jeter sa couronne sur l'échiquier pour la deuxième fois consécutive et commenta. Tu as gagné une bataille, Ron. Pour la guerre. On remet ça? Ron acquiesça. Les échecs étaient une bonne occupation finalement. Ça lui sortait la vraie guerre de la tête, et puis ça ne prêtait pas au bavardage, Bon, je vais nous chercher du thé. annonça la jeune femme en semblant s'envoler vers la cuisine. Il n'y avait pas à dire, Fleur avait une sacrée classe, décida son beau-frère pour lui-même.
C'était pas seulement qu'elle était belle, elle était élégante, raffinée, intelligente. Un peu agaçante aussi parfois, mais Ron avait fini par penser que ce qu'ils prenaient tous pour de la hauteur et de l'affectation était en grande partie une certaine timidité. Et après tout, vu la tribu bruyante, nombreuse et exubérante que les Weasley composaient, il ne fallait pas s'étonner qu'elle fût intimidée. Mais elle avait fini par trouver sa place, décida Ron, avec une réelle affection pour la jeune sorcière française qui, par amour pour son frère, acceptait de vivre dans un pays en guerre. Hermione, elle, s'était glissée incroyablement plus vite dans leur famille, se souvint brusquement le jeune homme. Peut-être parce qu'ils n'étaient que des gosses les premières fois où elle était venue. Peut-être parce qu'elle avait tellement envie d'avoir une famille sorcière à l'époque. Elle avait été totalement disposée à les prendre dans leur ensemble comme ils étaient, à considérer leur bizarrerie comme les marques de leur nature magique. Hermione, l'idée de ne plus la voir, se disputer avec elle, était... J'exagère, se morigéna-t-il, sans beaucoup de résultats. Il fallait être réaliste. Elle ne lui pardonnerait jamais d'être partie. Harry serait sans doute moins intransigeant qu'elle. À quel moment les reverrait-il de toute façon? Après la victoire? Quelle victoire? De nouveau, le malaise, l'incertitude, l'agacement l'assaillirent. Pour essayer d'y échapper, il commença à replacer ses pièces devant lui. Ah, si la guerre avait pu se réduire à une partie d'échecs. Harry d'un côté, Voldemort de l'autre. Au moins, ils auraient connu les règles, toutes les règles. Il n'y aurait pas eu de peut-être, ou de si, ou de référence à des légendes. Il eut un petit rire solitaire. Dans ce cas, les partisans d'Harry ou de la magie blanche, puisque les deux avaient fini par se confondre, auraient quand même eu du souci à se faire. Harry n'était décidément pas un stratège. Trop distrait, trop dans le moment présent. Aux échecs comme dans la vie, décida Ron pas très gentiment. Il était relativement content d'arriver à cerner exactement les défauts de Harry. Ça le confortait dans sa décision, aussi désagréable soit-elle. Non, si Harry s'en sortait, c'était avant tout à l'instinct, réfléchit encore le jeune homme. Il avait un instinct incroyable, un sens inné de la prise de risque et de la façon d'y survivre. Un opportunisme total en quelque sorte. D'une certaine manière, ça ressemblait à la manière dont Fleur jouait aux échecs, songea-t-il soudain, alors que sa belle-sœur entrait avec un plateau chargé de bien plus que du thé. C'est toi, l'invita-t-elle quand le plateau fut installé sur une petite table à côté d'eux et qu'elle se mit, elle aussi, à replacer ses pièces. Cette fois, je ne vais pas te faire de cadeau, ajouta-t-elle. Ron ne résista pas à poser la question qu'il ruminait depuis qu'ils avaient commencé à jouer. En fait, tu n'as pas réellement de stratégie en début d'une partie, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Ron? Interrogea sa belle-sœur en levant les yeux vers lui. Bien, tu sais, un but, des moyens, répondit Ron en baissant les siens. Que Fleur le dévisage ainsi restait au-delà de ses forces. Ça le liquéfiait totalement. Comment Bill faisait-il pour ne pas fondre en permanence? S'interrogea-t-il. Mon but, c'est bloquer ton roi. Et j'ai toutes les pièces du jeu, répondit la jeune femme, visiblement confuse. C'est le jeu. Oui, mais tu n'as pas. Tu n'utilises pas les figures classiques, tu sais, le berger, le troupeau, des choses comme ça. Ça m'a toujours terriblement ennuyé. À toi? Bien, ce sont de bonnes bases quand même. Ça aide à savoir où on va. Ça rend surtout tes mouvements très prévisibles, non? Moi, je ne joue pas si bien que ça, mais je me débrouille parce que je surprends toujours l'autre joueur. Mon grand-père disait que la meilleure stratégie du monde ne tient pas devant un petit malin. Les échecs, c'est comme la guerre. Si on est trop prévisible, on a déjà perdu. Alors que la partie recommençait, Ron rumina les paroles de sa belle-sœur. Il ressentait une objection quasi viscérale à ses propos, même s'il n'arrivait pas à totalement la formuler. Un énorme coup de tonnerre fit brusquement lever la tête de Ron, l'arrachant à son analyse serrée de l'échiquier, à la recherche des différentes attaques de sa belle-sœur. Il n'aurait jamais cru qu'en une si froide journée pluvieuse, il puisse y avoir de l'orage. Quelqu'un, expliqua Fleur en se levant et en sortant sa baguette. Elle alla examiner la pendule de l'entrée qui, outre l'heure, les minutes et les secondes, indiquait autorisé ou indésirable, grâce à une quatrième aiguille. Bill, lui demanda le jeune homme qui l'avait suivi et avait à son tour sorti sa baguette. Il hésitait entre l'inquiétude et l'impression qu'il était
un peu ridicule, J'espère. répondit très sobrement sa belle-sœur, qui n'avait pas l'air de trouver que sa réaction était exagérée. Ron la rejoignit à la porte qu'elle avait entr'ouverte. Ils purent ainsi distinguer une silhouette enveloppée dans une grande cape qui venait droit vers eux. On dirait Bill, commenta Ron qui trouvait l'attente insupportable. Il n'y avait pas besoin de confirmer. Il était maintenant suffisamment prêt pour qu'il n'y ait aucun doute. C'était bien Bill, mais il avait l'air mécontent. Combien de fois, Fleur, je te dirais d'être plus prudente, gronda-t-il. Voilà ce qui nous dispense de toute question personnelle. Remarqua la belle avec un imperceptible mouvement de tête et d'épaule, qui rejeta sa longue chevelure blonde dans son dos dans une vague dorée. Ron fut ébloui. Bill leva les yeux au ciel. Une fois dans le cottage, ils allèrent droit dans le salon, ayant tous envie de chaleur humaine et physique. Bill sentait la guerre, décida Ron. Ah, je vois que vous avez trouvé un terrain d'entente, commenta-t-il, retrouvant son sourire en voyant l'échiquier sur la table du salon. Ron mène 2 parties à 1. L'informa Fleur. Mais je n'ai pas perdu encore tout espoir de le rattraper. Elle ne peut pas perdre espoir, remarqua Ron, vu que toute sa stratégie repose sur les erreurs de l'adversaire. Je ne suis pas un grand stratège ni un grand historien, mais ce que je me souviens de mes cours à Poudlard, c'est qu'il y a toujours une partie de chance dans la victoire d'un camp ou d'un autre. Désespérer ne semble pas un bon point de départ pour qui veut l'emporter, commenta Bill en prenant ses aises dans un fauteuil. Parfois ça tient pourtant de l'aveuglement, lança Ron, plus sèchement qu'il l'aurait voulu. Le regard qu'échangèrent Bill et Fleur confirma au jeune homme qu'il aurait dû se taire. Je vais voir ce que l'on peut faire pour le dîner. Annonça sa belle-sœur, abandonnant sa place d'un côté de l'échiquier. Ron ne réussit pas à retenir son soupir. Il se sentait pris au piège par la guerre, une nouvelle fois. Et en même temps, il n'avait pas réellement envie de s'enfuir, pas cette fois. Il avait déjà eu du mal à trouver une sortie la première fois. De toute façon, il faudrait bien qu'il explique sa situation à quelqu'un à un moment ou à un autre. Oui, je parle de Harry, souffla-t-il sans se tourner vers son frère, qui sembla prendre le temps de peser ces quelques mots avant d'oser une première question. Et tu me dis quoi exactement? Que j'ai abandonné. Bill se leva et vint s'asseoir en face de lui, à la place de Fleur. Tu t'es disputé avec Harry? Ron haussa les épaules. Dit comme ça, on dirait qu'il refusait de me prêter son balai, répondit-il relativement sèchement. La réalité est qu'il s'est lancé dans une entreprise impossible, sans moyen pour réussir, sans plan d'action, sur une promesse faite à Dumbledore. Dumbledore, répéta Bill. Tu parles de la fameuse mission qu'il vous aurait laissée? Oui. Le silence était une troisième personne dans la pièce. Tu penses qu'elle est impossible? Oui. Ron s'attendait à ce que Bill pose des questions sur la nature de la mission, mais quand son frère reprit la parole, il demanda tout à fait autre chose. Et Hermione, elle en dit quoi? Ron se leva parce que sa colère ne lui permettait pas de rester assis sans bouger sur un fauteuil confortable. Hermione répète qu'elle a promis à Harry de l'aider et qu'elle le fera, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Bill hocha la tête longuement, les yeux perdus par la fenêtre, comme s'il pesait la validité d'arguments que Ron n'avait pas eu l'impression de donner. Il aurait encore fallu qu'il lui en laisse l'occasion. Vas-y, dis que je suis un froussard, un lâche, un vendu, s'emporta Ron. Le regard de son frère revint vers lui. Ron n'y vit pas réellement de jugement, mais une certaine tristesse. J'essayais d'imaginer ce qui avait pu te donner la force de laisser tes amis en plan. Je ne suis pas sûr que le doute, la difficulté de la tâche ou la faim suffisent à l'expliquer. Ron ne trouva rien à dire. C'est Fleur, qui brisa soudain le silence un peu tendu qui s'était installé alors que les deux frères ruminaient chacun dans leur coin les arguments de l'autre. Dis-moi, Ron, je me demande depuis hier, comment as-tu su pour le tabou? Le tabou? Eh bien, à aucun moment tu n'as appelé tu sais qui par son vrai nom. Je me rappelais que Harry, Hermione et toi semblaient en avoir fait un principe. Ron grimaça amèrement. Oh, Harry et Hermione n'ont pas peur de grand-chose, c'est sûr, de vrais Gryffondors, eux. Tu veux dire qu'ils utilisent le nom? S'alarma véritablement Bill.
Eh bien, balbutia Ron, sidéré de sa réaction. En fait, on a. Ils ont. Pour me faire plaisir, ils ont essayé de ne plus le faire, reconnut-il piteusement. Maintenant que je ne suis plus avec eux, il ne faut pas, gronda Bill, clairement agacé. Il ne faut pas prononcer son nom. Les mange-morts se sont rendus compte que les opposants le faisaient, suivant l'exemple de Dumbledore, et ils ont placé un sortilège qui leur permet de localiser immédiatement toute personne qui ne respecte pas assez leur lord, comme ils disent. Oh, souffla Ron, comprenant soudain comment ils avaient été localisés dans le Londres moldu quelques mois plus tôt. Combien de fois s'était-il posé la question? Il ne put s'empêcher de frissonner en pensant que, sans lui pour les enjoindre à utiliser une paraphrase, Harry et Hermione faisaient peut-être, à l'instant même, face à une horde de mange-morts, au mieux, une bande de rafleurs. Comme un écho à sa propre angoisse, Bill s'enquit d'une voix inquiète. Et il n'y a aucun moyen de les prévenir? Comme s'ils savaient où ils pouvaient être, ce qu'ils pouvaient avoir décidé sans lui, ce qu'ils avaient pu accomplir. Non sans une certaine mélancolie qui, pour la première fois, frisait le remords, Ron secoua la tête.